C'est normal ça. D'accord, je fais le tour. Oh la vache. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on va C'est le deuxième. C'est le deuxième. Monsieur le député, il n'est pas arrivé encore, hein? Non, bon. Il va dire. Eh, j'aurais pas assez de feuilles, hein, je vous préviens. Ouais, c'est sur le deuxième bus. Ah d'accord. Il y a les quatre, hein, les 4 ou 5. Comme quand j'étais jeune. Jean Glaise, il est là, il est montré. Adrien, il est déjà rentré. Oui, L'étiquette, je défends. ça intact. Voilà. Allez, allez. Voilà. Voilà. Après. On va partir. Ouais, ouais. Après, il ne faut pas oublier ça. Hein. Oui, oui, c'est là. Monsieur et Madame Da Silva. Monsieur et Madame Da Silva. Voilà. Voilà. Viens, t'as dit. Oh, mais dis donc, c'est lourd votre truc. Eh bien, je vais doucement, je vais doucement. On va aller jusqu'où? On te le met là. Vous l'avez? La voiture, il y a que deux endroits. Oui, oui, la voiture. La place du Guinet, c'est-à-dire la numéro. Non, non. Bon, allez, hop. Allez, hop, comme en 40, voilà. Et il n'était pas en marche. Ah bah je pense qu'ils n'ont pas l'air, oui, ils s'en rendent pas compte. Ils avaient un an d'écart. J'ai dit, on en a profité, ils s'en rappellent. Mais non, Je ne parle plus. Nous allons vers notre première étape, c'est-à-dire l'école des Richardais, où nous ne descendrons pas du bus. Nous ne descendrons du bus qu'à l'étape de la place du 8 mai, ainsi qu'au pont de Gournay. Le nom d'une rue à la borne 1. En tout en bas. Nous sommes à l'école des Richardais. C'est sympa, là? L'école des Richardais. En hommage à ces 8 anciens élèves tombés dans leur 20e année dans les combats du 26 août 44 à travers les communes Brouillardes, de Ouassery et de Fortry. On continue pour la suivante. Je veux dire à la police. Ok. Ah ben non. Louis Noger est né le 7 octobre 1907. C'est au cours des années 42-43 que Louis s'engage dans la résistance tout en observant une grande discrétion auprès de sa famille. Sur son lieu de travail, il organise avec d'autres compagnons un groupe de FTP. Mais malgré leur méfiance permanente, le 23 juillet 1943 devient un jour fatal pour Louis et son camarade Jean Savu. Et c'est ainsi qu'elle découvre la mort de son mari, qui a été fusillé le 23 octobre 1943 au Mont-Valérien. Bon, terminé pour ici. De toute manière.
Ici, durant l'occupation de 1940 à 1944, le fort de Villiers abritait quelques canons anti-aériens et une petite garnison d'artilleurs allemands. Un jour d'août 1944, le résistant André Rouy, qui était en relation avec le colonel Rémy du BCRA de Londres et d'Alger, avait fixé rendez-vous à son camarade Raymond Palanque et quelques autres jeunes villeriens dans le préau de l'école primaire Jules Ferry. Quand soudain, la patrouille allemande du fort fit irruption dans le préau, fusil en main, et encercla le groupe de jeunes volontaires FFI. Mais est-ce parce qu'ils étaient sans armes? Est-ce les arguments d'André Rouy? Est-ce que, parce qu'à Paris, l'insurrection commençait et que le vent tournait dans la tête de cet officier? Toujours est-il que les fusils s'écartèrent, les brassards disparurent, et André, Raymond et tous les jeunes se retrouvèrent libres dans la rue. On va continuer sur la suivante. Ça serait peut-être mieux si vous vous mettiez là, parce que pour descendre, ça sera plus vite fait. Oui. Voilà, on centralise. Bon, on va rue du Clos. Là, pour l'instant, on est en étang. C'est vous donc qui êtes à l'origine de ce parcours et de ces bords-là? Oui. Je l'ai déjà expliqué à un et aujourd'hui, c'est la même chose, mais c'est la fin, c'est l'inauguration. Louis. Oui. Ça m'émeut, moi, d'être là. Oh, bah oui. Mais heureusement que ça t'émeut. Alors, ma petite Nous Paulette. aussi. Allez, 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 séance. on y va. Allez. Hein? Voilà. Regarde. Bonjour, Paulette. Bonjour. Ça va? Oui. Ah, vous avez Alors, l'air c'est- bien. C'est une bonne journée pour vous aujourd'hui. Ah oui, c'est la fête. Je vous laisse avec vos filles. Allez. Bravo. Ah! J'ai cru que... Oh, il est là! Alors, Colette. Bonjour, ça va, monsieur David? C'est dans ce pavillon qu'en hiver 1943, Henri Schmitt, exploitant forestier, reçoit la visite de Charles Hildebert, marchand de légumes au Vinci, et surtout responsable du SOE, Special Operation Executive, britannique. Henri Schmitt, qui est aussi puisatier, va souvent en vélo chercher des explosifs au port de Bonneuil. Dans ce cas, il annonce « Je vais aux patates ». Et sa fille comprend qu'à son retour, il faudra enterrer les pains de plastique au jardin. Et le 25 août 1944 à l'aube, ils sont 15 à quitter ce jardin à pied en direction du Rincy pour y former le convoi vers Ouassery-Fortry, où ils doivent accueillir des renforts parachutistes et couper la retraite des Allemands qui fuient de Paris. Mais hélas, à Ouassery, ce sont les Allemands qui les attendent, embusqués au village. Des combats d'extrême violence du village jusqu'aux étangs de Grougemont se solderont le 26 août par 160 tués et fusillés. Du bataillon Hildebert, ceux de Noisy-le-Grand reposent au carré des fusillés derrière l'église Saint-Sulpice. Je pense qu'elle a 94. Nous allons maintenant vers la place du 8 mai, où tout le monde descendra et où nous attendent d'autres personnes. Allée de la Grotte, donc, c'est aussi un lieu de résistance. Ce 23 juin 2012, me voici devant Madeleine Claveau-Chalandray, 97 ans, mais l'œil vif et un brin malicieux. Oui, monsieur, Jacques Claveau, mon mari, cachait bien un poste émetteur, mais pas dans cette maison. Ici, derrière, nous avions un champ d'herbe haute qui allait jusqu'à la Marne, et au milieu, une cabane en planches et un hangar.
C'est là qu'il le cachait le plus souvent, mais aussi en face, au numéro 8. C'est par ce poste qu'il avait coordonné ce bombardement, et il en a parlé souvent. Nous avions parfois des aviateurs anglais en attente de retourner à Londres via le Rincy. Et pendant la guerre, mon mari dirigeait là un internat d'enfants handicapés mentaux de 7 à 20 ans, dont parmi eux, quelques enfants juifs que nous cachions. Alors maintenant, nous allons place du 8 mai, où là, nous descendrons du bus pour une petite cérémonie. Hein. Je vais laisser la parole à Michel Claveau, qui est membre de notre association, mais qui est surtout la maire adjointe de Madame Marcigny. Bonjour, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents et membres d'associations d'anciens combattants, madame la présidente de l'ANACRE, monsieur le représentant national de l'ANACRE et président fondateur de l'antenne de Noisy-le-Grand, mesdames et messieurs les représentants des familles, des résistants, ces combattants de l'ombre, chers Noiséens, je vous prie en premier lieu de bien vouloir excuser madame le maire qui m'a demandé de bien vouloir la représenter, ce que je fais avec plaisir étant moi-même adhérente de l'ANACRE et avant tout fille du résistant Jacques Claveau, chef de réseau du colonel Rémy. Ce jour, nous inaugurons les bornes mémoire qui relatent les différentes actions de résistance de plusieurs Noiséens. Chacune de ces 9 bornes se situe à des endroits où les actions se sont déroulées. Nous espérons qu'elles susciteront curiosité et intérêt pour l'histoire de la résistance et les valeurs qu'elle véhicule ici et ailleurs. Je vous remercie de votre attention et de votre présence. Ici, en 1942, existaient 3 parcelles de jardin, dont une bâtie, et c'est en limite de ce modeste pavillon que passait la ligne souterraine grande distance, utile à la Wehrmacht pour sa liaison entre Paris et Berlin. Les services secrets anglais et français, ayant besoin de connaissances sur la machine de guerre nazie pour préparer la reconquête de l'Europe, constituèrent, avec le mouvement résistant des PTT, une opération appelée la source K. C'est l'ingénieur Robert Keller qui accepta de la diriger. Mais janvier 1943, sur dénonciation, ce fut le tragique épilogue. Robert Keller et la plupart de ses camarades furent arrêtés et déportés. Robert Keller dut résister à la torture pour protéger ses supérieurs, puis les camps du Struthof, d'Oranienburg, de Bergen-Belsen, où il mourut le 14 avril 1945, des suites d'une morsure de rat. Honneur à ces résistants des transmissions. Entends-tu le crissot du pays qu'on enchaîne? Je tenais à remercier Louis parce qu'il a fait un travail formidable, très long, depuis 5 ans. Merci Louis. On continue maintenant sur la route de Gournay. Non. Il propose là. Allez, hop. Voilà. Ding ding. Ah, il y a que Le premier choc, c'est 74. Ah ben oui, il est là. Alors, c'est à Gournay, âgé de 96 ans, que décède une figure de la résistance.
Maurice Glaise. Le 20 avril 2003, il est né en 1907 à Nîmes, dans une famille modeste. Il apprend le métier d'imprimeur dès l'âge de 12 ans. Assoiffé de connaissances, il suit les cours du soir de l'école des beaux-arts. Il obtient un premier prix d'architecture en 1923 et il fréquente le conservatoire où il apprend à jouer du violoncelle. Il s'installe à Paris en 1931. Engagé dans l'action syndicale, il compte parmi ses clients les journaux communistes et de la CGT. Dès 1940, sortent de son imprimerie des milliers de papillons destinés à contrer les mensonges diffusés par Radio Paris. Puis il organise un réseau de 6 autres imprimeries clandestines. Au total, une soixantaine de personnes, typos, photograveurs, agents de liaison, livreurs, tous actifs dans l'armée des ombres, faisaient partie de ce réseau. Sortent alors de nombreux tracts et journaux clandestins, tels que Vie ouvrière, L'Humanité, ou encore le numéro 1 de France d'abord, en septembre 1941, le journal des francs-tireurs et partisans. Le 4 mars 1943, il est arrêté dans son atelier par les brigades spéciales, interné à la Santé et à Blois, puis déporté au camp de Neuengamme et dans le mouroir de Vaubellin, d'où il est libéré par ce qu'il appelle le miracle du 2 mai 1945. Il ne pèse alors que 33 kilos. Il publie 13 livres, dont son autobiographie, L'image d'un Nîmois. Il est membre de l'Académie des poètes classiques. Il consacre un poème à Gournay, et Gournay, en 2008, lui donnera son nom à une place. Direction très souple, hein. C'est pas démultiplié. C'est là pour moi. C'est encore loin. Encore 100 mètres. C'est le reste Roger. Possible la population qui est allée de... Il y a bien sûr François D'air. Et jusqu'au jour où j'ai décidé de prendre une application pour trouver ce téléphone. Ah oui. Et alors Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre présence si nombreuse ce matin. Monsieur le maire regrette de ne pouvoir être parmi nous et vous prie de l'excuser. Nous sommes réunis aujourd'hui pour observer le devoir de mémoire, celui de la résistance, pour ne pas oublier ceux qui ont combattu et sont devenus des martyrs pour une idée qu'ils jugeaient plus grande qu'eux, celle d'une France libre. À l'instar d'autres résistants de la région parisienne, de jeunes hommes des groupes FFI de Chelles, Gournay, s'impatientent à l'été 1944. Ils rêvent de participer à la libération de Paris, mais les armes manquent. Par l'intermédiaire d'un certain Alexandre, ils sont mis en relation avec de soi-disant agents de l'intelligence service qui doivent leur remettre une importante quantité d'armes à Paris. Cher président Faber, il y a bien des années déjà, que vos cérémonies du Mont Valérien et celles de notre comité Charles de Gaulle ont permis de construire des liens solides d'amitié au service de la mémoire. Je vous suis reconnaissant, ainsi que tous nos amis ici présents, d'avoir répondu présent à cette inauguration qui nous relie une fois de plus au Mont Valérien, où tant de héros ont laissé leur vie. C'est un honneur pour nous que d'être avec vous aujourd'hui à la demande du président, mon ami Michael Jean-Pierre. Donc je vais vous lire le texte qu'il m'a confié. C'était le 16 août 1944, à la veille de la libération de Paris. Un groupe de 35 jeunes résistants français ont été capturés dans un guet-apens et massacrés par la Gestapo à proximité de la cascade du Bois de Boulogne. Ce qui nous concerne, ici, au pont de Gournay, c'est la présence dans ce groupe de 27 hommes de Chelles,
Gournay, Neuilly-sur-Marne et Gagny. Ils se sont retrouvés à cette pointe de Gournay à l'aube pour embarquer à bord de 3 véhicules malgré la mise en garde de certains amis. Trajet fatal vers un destin tragique. Pris au piège à la descente des véhicules au lieu du rendez-vous, certains interrogés aussitôt et malmenés comme on peut s'en douter, ils sont transportés vers la cascade du Bois de Boulogne où une tuerie sauvage à la mitraillette, à la grenade les attendait. Imaginez au sol des corps méconnaissables, une identification de plusieurs jours pour certains. Sur cette étape du souvenir, vous retrouverez ce qui a été vécu en ces lieux. À l'initiative du général de Gaulle, un monument à la mémoire des fusillés du 16 août 1944 a été érigé à l'endroit du massacre. Les noms des martyrs y sont gravés, ainsi qu'une croix de Lorraine. C'est tout cela, l'histoire de France, avec ses héros de tous horizons, célèbres ou moins connus, qui, à aucun prix, ne doivent être oubliés des nouvelles générations. Alors nous sommes devant la dernière borne du parcours, dédiée à Geneviève de Gaulle. En 1941, étudiante en histoire à la faculté de Rennes, elle décide de poursuivre sa licence dans la capitale. Elle est accueillie chez sa tante, Madeleine, qu'elle aide à transmettre des renseignements vers Londres. En 1943, elle entre au maquis du Voiron, où il rencontre Hubert Vianney, qui l'encourage à rallier Défense de la France, le journal implanté dans les milieux étudiants. Après l'imprimerie dans les souterrains de la Sorbonne, elle assure la diffusion dans la rue ou le métro. Hélas, sur renseignement d'un étudiant infiltré par la Gestapo, le 20 juillet 1943, elle est arrêtée dans la librairie du 68 rue Bonaparte par le sinistre Bonny du 93 rue Lauriston, pour finir le 30 janvier 1944 dans le convoi des 27 000 déportés vers Ravensbrück. En octobre 1958, Geneviève rencontre le père Joseph Wresinski, ancien de la JOC, né dans la misère à Angers 41 ans plus tôt. Et depuis 1956, il participe à la vie des 250 familles rejetées de tous et réunies par la misère au camp de Noisy-le-Grand à la suite de l'hiver 1954. Avec ses familles, en 1957, il a créé ATD Quart-Monde. Le père Joseph l'invite à constater elle-même dans quelles conditions vivent les sans-logis du château de France, entre guillemets. Elle va à la rencontre de ces oubliés, au bout de la rue Jules Ferry. Lorsque je suis entré au bout d'un chemin debout sans lumière, j'ai pensé au camp, l'autre, celui de Ravensbrück. Bien sûr, il n'y avait pas de mirador, pas de sentinelle SS, pas de barbelés électrifiés. Mais ce paysage de toits bas et ondulé, d'où montaient des fumées grises, était un lieu séparé de vie. Nommée au Conseil économique et social en 1988, elle lutte durant 10 ans aux côtés des familles très pauvres pour obtenir la loi de cohésion sociale qui réaffirme l'égalité, dignité de tous. Geneviève de Gaulle Antoniose fut une résistante toute sa vie. Elle est décédée à 81 ans le 15 février 2002. Elle est entrée au Panthéon le 27 mai 2015. Ouais, moi aussi. Gournay-sur-Marne. Gournay-sur-Marne, très bien. Comment ? D'accord. Ah. On va être photo avec Joseph. On l'a perdu. Il est là, le quatrième, il est derrière. Ah oui, oui, Gournay-sur-Marne.
14 octobre, c'est le MMV. C'est le Mont Valérien. Pour moi, oui, parce que Et non, parce qu'ils n'ont pas été torturés, ils les emmenaient directement. Donc ça s'est bien passé. Très bien. Mais je suis ravie. Donc,